On ne parle que de ça. Il est patron et il en a assez de l'image de salaud qui, en France, colle à la peau des dirigeants d'entreprise. Julien Leclerc, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'être ici au Figaro. Vous êtes dirigeant de PME, vous dirigez effectivement une agence de presse et de communication de 48 salariés qui est installée à Astafort dans le Lot-et-Garonne. Et vous venez de faire publier cet ouvrage, Le journal d'un salaud de patron. Votre objectif, réhabiliter l'image de patron. Alors je voulais démarrer juste par une question d'actu. Vous dites, vous d'abord, que la lutte des classes, c'est caduc, ça n'a plus de sens. Et pourtant, quand on regarde l'actualité de ces derniers jours, les manifestations des salariés d'Air France, les manifestations des salariés de chez Uber, le dialogue social est quand même loin d'être apaisé. Ouais, ça prouve que ça ne fonctionne pas tel que c'est construit aujourd'hui. D'abord, rappeler que 99% des entreprises, c'est des petites boîtes. Donc quand on parle de dialogue social, il faut d'abord qu'on parle du dialogue social dans les petites entreprises. C'est le tissu économique français, il est ainsi fait. J'ai voulu replacer ces entreprises au cœur du débat, au cœur du sujet, et justement qu'on parle aussi de celles-ci et pas que des grandes dans lesquelles c'est parfois compliqué. Vous pouvez juste me dire comment vous avez réagi à l'agression dont ont été victimes deux dirigeants d'Air France? Je suis hyper choqué. C'est un sujet, j'ai une super amie cégétiste à mort, et c'est un sujet à chaque fois. Quand des syndicalistes vont détruire des locaux et derrière sont condamnés à rien, je trouve ça absolument scandaleux. On peut comprendre la détresse de certaines personnes et on peut comprendre que certains patrons aussi sont des vrais salauds et se comportent mal. Mais on ne peut pas accepter ce genre de comportement-là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en sort de bien? Rien. Il y a des images scandaleuses qu'on a vues ces derniers jours. Voilà. Alors, vous souhaitez rétablir la vérité sur ce qu'est la vie d'un chef d'entreprise. En quelques mots, en quelques chiffres, c'est quoi un patron en France aujourd'hui? D'abord, en fait, le cœur de mon combat, c'était de montrer qu'un chef d'entreprise, il passe le plus clair de son temps à s'occuper de choses qui sont très très loin des raisons pour lesquelles il a monté sa boîte. Vous créez une boîte parce que vous avez une idée et vous dites, tiens, cette idée, je peux peut-être en vivre moi, en faire vivre d'autres gens. Et en réalité, on passe ses journées à régler du droit social, du droit fiscal, du droit du travail. J'ai rencontré 3000 chefs d'entreprise en 2 ans. J'en ai rencontré aucun qui avait créé sa boîte parce qu'il était super fort en droit social. Voilà. C'était d'abord ça. Après, un patron, c'est d'abord donc un dirigeant de PME, de TPE. C'est quelqu'un qui gagne en moyenne entre 2 et 4 000 euros en fonction de la taille de son entreprise. Donc on est quand même très très loin des clichés. Et puis c'est surtout quelqu'un d'optimiste d'abord, parce que si on n'est pas optimiste, on reste sur son canapé devant sa télé et on ne fait rien. C'est quelqu'un qui a envie de créer de l'emploi, encore une fois, sinon il ne serait pas là. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le droit d'avoir certaines exigences. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre rôle de patron? D'abord, la liberté. On a une liberté totale. En termes de rythme de vie, on travaille énormément, mais vendredi, j'étais crevé et j'ai pris une matinée et je n'ai pas eu à en référer à qui que ce soit. La liberté de mettre les valeurs qui sont les siennes dans l'entreprise. La liberté de développer sa boîte aussi, d'aller explorer un nouveau métier, de donner du temps à un nouveau projet. Et puis après, j'aime le rapport aux gens. Une entreprise, c'est une aventure humaine. Et ouais, c'est ce que je préfère, sans doute. Vous dites cependant qu'être patron en France, c'est être aussi un peu maso. Alors effectivement, quand on vous lit, c'est vrai, l'administration et les parlementaires ne vous facilitent pas la tâche. Vous le disiez tout à l'heure, les méandres administratifs et l'expertise qu'il faut avoir, on ne l'a pas toujours quand on démarre un emploi de patron. Vous n'avez jamais pensé lâcher tout en cours, vu les difficultés que vous devez surmonter au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait tenir finalement? J'y ai pensé, je crois que je ne pourrais pas. Je vous l'ai dit, la liberté, la fierté quand ça marche. Et puis c'est un vrai combat, mais parce qu'on est excité, il y a une excitation, bien sûr, quand on crée quelque chose. Puis je vous le dis, quand on crée un emploi, par exemple, prenons ça, on est fiers de ce qu'on a réussi à faire, surtout en ce moment. Donc ça fait tenir, et c'est même plus que ça nous porte et puis ça nous enthousiasme. Après, c'est vrai qu'on passe le plus clair de nos temps, encore une fois, à régler des choses qui nous empêchent finalement de passer du temps à développer nos boîtes. J'ai voulu un bouquin d'abord drôle, parce que je pense que l'humour est le meilleur moyen de faire passer des messages. Optimiste, parce que je suis quelqu'un d'heureux d'abord, et d'optimiste. Mais c'est vrai, on est forcément un peu cynique aussi, parce qu'encore une fois, il y a tout un tas d'aberrations qui encadrent la vie de patron. Ce bouquin, c'est aussi un recueil d'anecdotes complètement ubuesques. Tout à fait, en particulier sur les entretiens d'embauche. Les entretiens d'embauche, on laissera effectivement les lecteurs découvrir un peu les passages un peu rocambolesques et les rencontres assez hallucinantes que vous faites. Beaucoup de gens diront en lisant ce livre que vous êtes un patron un peu exceptionnel, un peu atypique, parce que vous êtes
peut-être trop ou très à l'écoute de vos salariés, que vous pensez essentiellement à leur bien-être, qu'est-ce que vous leur répondez? On m'a dit ça. On m'a dit ça et je termine le bouquin un peu là-dessus. Je ne crois pas être un patron atypique. Je crois que le typique a changé. Je crois que le patron n'est plus le même qu'avant. D'abord, les attentes des Français ont énormément changé quant à leur travail. Et ensuite, trop être à l'écoute, non. D'abord, ils attendent d'abord ça de nous, c'est qu'on soit à l'écoute. Il y a eu des sondages qui sont sortis là-dessus, notamment dans le Figaro, sur quelles sont vos attentes par rapport à votre chef d'entreprise. Qu'il soit à l'écoute, c'est une des premières phrases qui sort. Avant le salaire? Avant le salaire, bien avant le salaire. Le salaire sort en 5e position sur la liste des critères de bonheur. Et je pense que pour nous, ça a du sens parce qu'on a moins en moins d'argent pour rendre nos salariés heureux. Donc on va aller chercher plein d'autres leviers. Et je crois à quelque chose d'assez fort qui est le gagner moins mais vivre mieux. Donc chez moi, on a une boîte, nous, au fin fond de la province, dans un petit village qui s'appelle Astafort, cher à Francis Cabrel. Et mes salariés quittent Paris pour venir gagner moins bien leur vie, mais vivent beaucoup mieux. Donc je crois à ces valeurs-là et je crois à tout un tas d'autres leviers pour fidéliser, intégrer, faire adhérer nos salariés à un projet. Alors, vous avez, depuis quelques mois, fait beaucoup parler de vous, parce que vous êtes aussi à l'origine du mouvement Les Déplumés, qui avait milité, en fait, nu, ou en tout cas très déshabillé, en slip, pour faire valoir vos droits et changer un peu l'image que les parlementaires peuvent avoir de vous et faire en tout cas appliquer des lois qui soient plus en rapport avec le concret de ce que vous vivez. On imagine que vous avez été approché pour être débauché, pour aller travailler ailleurs, dans des plus grosses structures, gagner plus. Et vous les avez refusées, ces offres? Ouais, on m'a proposé 2 boulots en 2 ans, à peu près, voilà, dans des plus grosses structures. C'était payé le triple de mon salaire, parce que j'ai le 10e salaire de ma boîte aujourd'hui. J'ai pris une entreprise qui allait très mal il y a 6 ans, qu'on a sauvée de façon un petit peu originale. Oui, en demandant à vos salariés de baisser leur salaire de 15%, je crois. Ouais, entre autres. Ils ont accepté d'ailleurs. Ils ont tous accepté. Vous-même aviez baissé votre salaire. Évidemment, ce que je voulais raconter, c'est que quand on rentre dans une salle pour demander à ses équipes de baisser leur salaire, on est le premier à l'avoir fait. Je faisais ça un peu à l'époque en opposition à un certain Carlos Ghosn qui avait pas fait ça, qui a demandé à ses salariés de baisser leur salaire et qui avait pris plus 40% en 3 ans. Et puis on avait fait appel aussi au Bonhomme Vert et à ses copains. On a levé 200 000 € pour partir en voyage de noces à l'époque. Oui, vous aviez menti sur l'objet de votre emprunt. Oui, sinon on ne m'aurait pas prêté. Donc on a fait tout ça, et puis bah oui c'est vrai, vous le dites, depuis 2 ans on m'a proposé 2 jobs, mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, j'ai dit non. La première fois ça m'a pris la tête 24 heures, la deuxième fois j'ai décliné tout de suite. Ça ne pourra jamais changer parce que depuis plusieurs années, on nous rebat les oreilles avec le fait que la France n'est pas un pays d'entrepreneurs et que pour entreprendre, il faut aller à l'étranger. Vous, l'étranger, ça ne vous a jamais tenté? Non, puis c'est faux, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une entreprise sur 4 qui est créée par un moins de 30 ans. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc la France est un pays d'entrepreneurs? On est un pays d'entrepreneurs, j'en suis convaincu, j'en rencontre tout le temps. Il y a des gens qui ont des idées, il y a beaucoup d'aide pour les gens qui créent des entreprises. C'est pas vrai qu'on est tout seul quand on crée sa boîte. Ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'elle est créée et qu'elle a 3 ans d'existence, là il y a un vrai trou noir et on a beaucoup moins d'aide. Il faut qu'on nous aide beaucoup plus que ça, il faut qu'on mette un climat favorable, il faut qu'on arrête de multiplier des aides complètement stupides et sans intérêt pour créer de l'emploi parce qu'elles ne marchent pas. Il faut mettre des vraies mesures fortes pour aider les PME, pour créer de l'emploi, peut-être recréer, c'est vrai, un climat de confiance, mais les idées sont là, le courage est là, l'optimisme il est quand même là. On n'est pas dans un pays qui est complètement foutu avec des gens qui n'ont plus d'idées et qui sont désespérés, c'est pas vrai. Donc c'est par ces jeunes, ces 25% de jeunes entrepreneurs que l'image du patron finira par changer, vous croyez, en France? Je crois qu'elle change de toute façon parce que d'abord, prenez-moi, hein, moi j'ai pas l'âge d'être un paternaliste et d'aller juste donner des ordres à mes salariés en hurlant, enfin je me vois mal le faire. Le patron à l'ancienne, c'est terminé, quoi. C'est terminé avec juste une petite nuance, c'est que les salariés attendent quand même qu'on les sécurise un minimum, ce que je ne fais pas toujours d'ailleurs. Je suis plutôt dans une gestion très transparente. Ça veut dire que quand on est en danger client, je vais le dire à mes salariés, je ne suis pas sûr que ce soit toujours génial pour eux. Donc ils attendent quand même ça. Et ça, la sécurité, ça fait partie du rôle du père. Pour le reste, l'autorité, c'est fini. Oui, elle s'exerce. Il faut faire adhérer ces salariés à un projet, il faut les investir dedans et puis il faut leur faire confiance, beaucoup. Merci Julien Leclerc pour cet entretien au Figaro. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Journal d'un salaud de patron, et c'est chez Fayard. Merci beaucoup. Merci Charlotte.